Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le Wrap-Up de juin, autrement appelé bilan culturel, dans lequel je vais surtout vous parler de livres. En préambule de cette vidéo, je tiens à préciser qu'il y a un ravalement de façade juste derrière mes fenêtres, donc il est tout à fait probable que cette vidéo soit répartie en deux. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Je commence tout de suite avec le premier livre que j'ai écouté grâce à NetGalley et il s'agit de The American Roommate Experiment. C'est donc un livre qui a gagné les Goodreads Choice Awards, ou du moins c'est le second tome d'une série qui, j'espère, ne verra pas de troisième tome à devenir. On va suivre Rosie Graham, qui est une jeune femme qui vient de quitter son métier et qui va devoir quitter son appartement. Cette dernière a des aspirations autrices, ou du moins elle a déjà écrit un livre qui est devenu best-seller et depuis elle a le syndrome de la page blanche. Sa vie est un petit peu brinque-ballante au début du livre et il s'avère que son plafond lui tombe sur la tête, ce sur quoi elle va décider de prendre les clés de l'appartement de sa meilleure amie qui est partie en voyage de noces et de s'y installer. Sauf que dans ce susdit appartement, il y a le cousin de cette meilleure amie qui réside pour la période où Rosie compte s'y installer. Ils vont donc devoir mener une colocation inopinée et on va se retrouver dans un trope de proximité forcée, je crois que c'est ça. Pour les personnes qui sont là depuis quelque temps, vous devez savoir que je suis pas une adepte de romance. J'en parlais dans le vlog précédent et je disais que j'avais essayé de réaliser une vidéo autour de 3 livres de romance. C'était le premier que j'écoutais, c'était le premier que je consommais pour cette vidéo et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles cette vidéo n'a pas vu le jour. J'avais pas eu de bons échos de ce livre de Helena Armas. Il a pourtant gagné, comme je le disais, un prix sur Goodreads, ce qui veut tout et rien dire. Dès le début, j'ai été irritée, notamment parce que le cousin est espagnol et qu'il y a des phrases en espagnol, des accents espagnols popés en plein milieu du texte et que c'est ridicule. En plus du fait que l'histoire était pas extrêmement entraînante, les dialogues et la pauvreté de la plume a été vraiment affligeante. Mais dans le premier quart, le premier tiers, je riais. Jaune, mais je riais. À la moitié du livre, ils sont en train de faire du pain, d'accord ? Ils sont en train de faire du pain et sans qu'il n'y ait eu de rapprochement physique et de scène explicite, eh bien ils sont en train de pétrir la pâte tous les deux. Et il y a un moment où la protagoniste principale, je sais plus ce qu'elle dit. Ça doit être quelque chose comme « Les boules sont toutes dures », donc les boules de pain bien sûr. Et qui lui dit « T'inquiète pas, je t'expliquerai comment faudra faire ». Voilà, il y a que des sous-entendus sexuels jusqu'au moment où il commence à se consommer. Et j'ai trouvé ça graveleux et mal amené, bon, très peu plausible, mais en même temps j'ai envie de vous dire que c'est de la romance, donc c'est plutôt courant. Et puis on arrive peu à peu aux 80%, les fameux 80% qui sont censés briser la relation des deux protagonistes. Juste après cette scène-là, juste après ce climax-ci, eh bien tout a été rushé. La fin était plutôt pas trop mal. J'ai envie de vous dire que après l'irritation que j'avais eue, elle a été plutôt courue d'avance, mais elle a été acceptable et elle a un petit peu apaisé ma relation au bouquin. Cependant, il y a des choses que je ne cautionne pas. Bon, déjà il y a du smut, mais ça c'est pas un souci, c'est juste que j'aime pas, mais c'est très personnel. Mon vrai souci, c'est que tu as le droit de mettre des scènes de smut, je ne t'en empêche absolument pas. Par contre, banaliser des scènes d'attouchement, eh ben je cautionne pas. Je cautionne pas du tout, puisque je vous préviens, si vous ne l'avez pas lu et que par un quelconque hasard vous décidez de vous y mettre, il y a une scène où ils sont en train de dormir dans un même endroit et que le mec commence à se frotter à elle alors qu'elle est plus ou moins inconsciente. Est-ce que j'ai besoin de m'épancher pour vous expliquer à quel point cette scène m'a dérangée ? Je ne le conseille pas. Merci quand même à la maison d'édition audio de me l'avoir envoyé grâce à NetGalley. Ce n'est pas le format audio que je reproche et que je déplore, mais c'est l'histoire en elle-même. Je ne saisis pas comment on peut laisser passer des scènes comme ça, parce que en soi, des scènes de j'ai aucun souci. Encore une fois, c'est juste des questions d'appréciation. La banalisation, des VSS, des attouchements, tout ça, non. J'ai lu, là encore, grâce à NetGalley, Vivre pour les caméras de Constance Villanova, qui est journaliste. Donc dans cet essai, on est au début des années 2000, au moment où c'est le début des téléréalités en France. Love Story, ça a été la téléréalité qui a tout lancé.
très inspiré des téléréalités anglaises et surtout américaines, bien entendu. Ça a façonné toute une esthétique et toute une génération qui nous porte encore, ou du moins cette génération dans laquelle on est et on s'inscrit. Puisque quand vous regardez, quand vous allumez votre poste de télévision ou quelconque autre appareil qui vous permet de voir le programme, vous verrez qu'il y a très régulièrement des téléréalités. Très personnellement, ce n'est pas des concepts et des programmes qui m'intéressent et je n'en ai jamais regardé à vrai dire. Mais j'étais très curieuse d'avoir un regard plutôt analytique et théorique sur la chose. C'est intéressant la manière dont la journaliste le traite puisque elle va à la fois parler de son récit intime et de ces générations qui ont été forgées par Secret Story, Love Story et tout autre programme de télévision type Les Anges et j'en passe. Elle va expliquer ce qui a entraîné ce culte de l'individu, mais aussi de l'argent, de la quête de célébrité, de la chirurgie, de la représentation de la sexualité. Et elle va y apporter un regard sociologique, théorique, sociétal, journalistique et féministe aussi, puisque c'est une question extrêmement importante, que la reconstruction et que la vision féministe de ces programmes, puisque il y a une sexualisation des candidates et il y a une nécessité pour elles d'exister à travers la sexualité. Constance Villanova va nous évoquer son histoire personnelle et sa découverte de la télé-réalité et à quel point elle en était fascinée quand elle était plus jeune. Elle va aussi partir de son postulat sociétal, c'est-à-dire qu'elle a été dans une famille de personnes lettrées qui l'empêchaient de regarder la télé-réalité et que c'est lorsqu'il y avait une petite brèche dans le temps et dans le regard qu'elle se permettait d'allumer le poste et de s'y adonner. Et donc, elle a aussi beaucoup questionné sa pratique et sa consommation de ces formats. Elle pose un regard sur les mécaniques des dirigeants de ces programmes, des créateurs et de ce qu'ils demandent aux candidates, notamment aux candidats aussi, mais surtout aux candidates, dans ces émissions. Elle va aussi évoquer comment les candidats sont recrutés et à quel point, en fait, pour participer à ces programmes, il faut être soit en quête de célébrité, mais aussi être polytraumatisé. Puisque si on reprend l'une des figures phares de la télé-réalité des années 2000 en France, on ne peut penser que à Loana. Et en fait, Loana, si on prend tout son background, c'était une femme qui était brisée, qui avait déjà été victime de violences, que ça soit intrafamilial, que ça soit relationnel. Et en fait, ça a été la bonne proie. Et c'est intéressant aussi la manière dont ça a pu jouer, à la fois dans la vie des candidates, mais aussi dans la vie culturelle de notre pays. Elle appose aussi un regard qui est beaucoup plus contemporain. Elle va aussi parler de ce qui s'est passé avec Nathalie Berda, il me semble, et tout ce qui est de la monétisation grâce aux réseaux sociaux de la part d'influenceurs. Elle va parler d'un influenceur dont j'ai perdu le nom, mais si vous regardez ses programmes, vous devez le savoir, qui a eu pas mal de casseroles aux fesses par rapport à ses relations avec des candidates et qui violait concrètement des candidates à la télé. Elle va notamment revenir aussi sur une télé-réalité qui était diffusée quasi en continu sur une chaîne dont j'ai perdu le nom et dont je n'ai pas forcément envie de me rappeler et qui n'était faite que pour représenter du sexe à balle. Elle va parler aussi de la place de la chirurgie esthétique et à quel point elles sont poussées à se refaire faire, même si initialement c'était pas leur volonté. En fait, par l'influence et par les dirigeants de ces chaînes, mais aussi par le fait que toute autre candidate autour d'elle est quasi refaite. Et elle va aussi parler des dérives de la chirurgie esthétique, notamment des injections au botox, avec un chirurgien qui a quasi fait mourir une femme qui a participé à une des téléréalités à cause de trop d'injections. Quoi qu'il en soit, c'est un essai qui m'en a appris beaucoup. Je pensais pas être aussi intéressée par le sujet. Je l'ai vraiment picoré de ci, de là, mais si c'est un sujet qui vous intéresse au niveau sociologique surtout, eh bien je peux vous le conseiller. J'ai oublié un truc, mon café. C'est bon, je peux enfin vous parler. J'ai donc lu une nouvelle de Susskind qui s'appelle La contrebasse. C'est une nouvelle qui fait moins de 100 pages. Dans ce livre, on va suivre un contrebassiste qui voue un amour sans phare à son instrument. Si bien qu'il y a beaucoup de descriptions assez lyriques, assez poétiques des courbes de la contrebasse, la comparaison entre les courbes de cette caisse de résonance et le corps d'une femme. Et il va se vouer de façon obsessionnelle à son art, tant il a envie de devenir le meilleur musicien possible. Cette passion dévorante le rend quasi misanthrope. Et c'est une nouvelle qui, à travers tout ce que je viens de vous en dire,
est empreinte d'absurde, si bien que ça m'a un peu fait penser à La Chute de Camus, que je vous conseille très grandement également. C'est un livre très court, donc je ne pense pas qu'il me restera en tête, mais pour autant, si vous le trouvez en occasion, comme ça a été mon cas, je peux vous recommander cet ouvrage. Je vais très brièvement évoquer les livres que j'ai lus dans le cadre du vlog sur les Unhinged Women, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder la vidéo. Je vais donc commencer par Luster, de Raven Leilani. Ce livre est donc un premier roman qui est relativement court, là encore il doit faire 200 pages. Et dans ce livre, on va suivre Eddie, qui est une jeune afro-américaine. Eddie est une femme qui est dans le secteur de l'édition, bien qu'elle ait toujours eu envie d'être peintre. Elle n'est pas du tout considérée dans son travail, on lui donne toutes les tâches ingrates. Du jour au lendemain, elle se fait virer. Lorsqu'on la découvre, elle commence une relation, ou du moins elle en a une, avec un homme qui s'appelle Eric et qui est marié, qui est plutôt dans une union libre avec une femme qui s'appelle Rebecca. On a droit à beaucoup de critiques sous-jacentes du racisme aux États-Unis, ce qui est la partie que j'ai trouvée la plus pertinente. On voit aussi le racisme intériorisé de la part de cette famille qu'elle va rencontrer, puisqu'elle va aller s'installer chez Eric et Rebecca ainsi que leur fille adoptive. Et étant donné que cette fille adoptive est noire, elle va être chargée de la coiffer notamment, puisque personne ne sait coiffer les cheveux de cet enfant. Et là où on pourrait croire qu'elle commencerait à avoir une relation privilégiée avec l'enfant, eh bien il n'en est rien et on voit plutôt ce cercle vicieux entre l'épouse et la maîtresse plus ou moins. Ce que j'ai trouvé très bien fait, c'est que ce n'est jamais omnipotent, c'est-à-dire que il y a toujours une double lecture dans les phrases pour saisir la critique que fait l'autrice. Pour autant, je me suis ennuyée à diverses reprises et j'ai un peu l'impression qu'elle a voulu traiter à la fois du racisme d'une façon originale, mais que derrière, le postulat de départ n'a pas été rempli. Donc malheureusement, je n'ai pas été assez touchée, bien que je reconnaisse les qualités de la plume, et peut-être que je me tournerai vers un autre livre de sa part, mais je reste assez mitigée pour le coup. Dans ce même vlog, je vous ai parlé de Bunny de Mona Awad. J'avais lu Rouge il y a quelques mois et j'avais adoré Rouge. Ça avait été un 4 sur 5, 5 sur 5. Ici, ça aurait très bien pu me plaire puisque de base, on m'avait parlé d'un livre inclus dans la Dark Academia où on va suivre Samantha qui est une outsider et qui est dans une université d'élite qui s'appelle Warren. Et dans cette université, on travaille beaucoup l'écriture créative. Et dans sa classe, Samantha a affaire à un groupe de filles qui se prénomment les Bunny. Samantha n'en fait pas partie. Mais un soir, elle reçoit un carton d'invitation pour faire une soirée avec les Bunnies. Lors de ces soirées, elles vont commencer à discuter les unes entre les autres et ça va être une ambiance un peu à la Mean Girl. Et je ne vous révèle pas ce qui se passe dans ces soirées-là, mais c'est très étrange. J'avais déjà eu l'impression d'être sous l'emprise de drogue dans le premier livre que j'avais lu d'elle, mais alors dans celui-ci, c'est au summum. Un mois après, je ne sais pas si ce livre a réussi à me plaire. Je crois qu'à la fois j'en attendais trop et pas du tout ceux que j'ai trouvés en le lisant. Je pense peut-être spoiler d'ici quelques minutes, mais pour le coup, je tiens juste à préciser quelques trigger warnings. C'est-à-dire qu'il y a des mentions de problèmes de santé mentale, notamment au niveau des troubles de la personnalité, une partie plus ou moins body horror et des mentions de deuil. C'est tout ce que j'ai à en dire. Maintenant, je vais spoiler dans 1, 2, 3. Ce que je vais vous en dire tout de suite, ce n'est que mon interprétation. Mais on est donc avec le personnage de Samantha, qui est une jeune fille délaissée qui a perdu sa mère il y a quelque temps. L'une des seules amies qu'elle a, c'est donc Ava, que l'on voit au début du livre, ainsi que son love interest. Et Ava est quand même assez brumeuse comme personnage. On la voit très peu et il est très peu fait mention d'elle lorsqu'elle se trouve avec d'autres personnes, notamment avec les Bunnies. Pour moi, ça a été une sorte de double de personnalité créée par Samantha. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement cette place de la schizophrénie, c'est-à-dire qu'il y a des petites mentions, des petites touches à certains moments, notamment je pense à cette scène où Samantha prend le bus et qu'il y a une femme un petit peu étrange à côté d'elle qui parle en lisant un livre ou un article de la schizophrénie et qui dit « Ah tiens, j'ai tel symptôme, j'ai tel autre symptôme » et ça fait donc appel à la protagoniste principale. Moi, c'est un indice que j'avais pas vu venir, mais qui, dans l'analyse que j'en ai eue à la fin, m'a semblé justifié et justifiable. En fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ce livre, c'est une porte ouverte dans l'esprit de Samantha, puisque, à mon sens, on est vraiment
dans son regard et on analyse le monde, les soirées smut aussi auxquelles elle participe, avec ses yeux. C'est un personnage qui est pas du tout reliable, dont on peut pas être sûr, dont la vision est pas du tout viable. Et pour moi, ça a été une prise de parti assez intéressante puisque à la fois ça vient critiquer l'importance qu'on met dans ses études, la notion de solitude aussi qui est quelque chose qui m'a beaucoup marqué puisque, mis à part les soirées où elle est et ses cours, eh bien Samantha est un personnage qui est relativement seul et on sent à quel point ça la pèse, notamment dû à cette thèse qu'elle doit rendre à la fin de son université pour clôturer ses études et qui, pour moi, est en fait le bouquin qu'on est en train de lire. C'est-à-dire que l'écriture créative qu'elle doit rendre à la fin de l'année, eh bien, c'est Bunny, le livre que Mona Awad a écrit. Mais ça, c'est qu'une interprétation parmi tant d'autres. Je sens qu'il y a une critique vraiment des universités d'élite derrière et des groupes de filles en eux-mêmes. J'ai été un petit peu circonspecte à la fin du livre pour autant et c'est peut-être ça qui m'a un petit peu décontenancée parce que j'ai trouvé qu'elle finissait sans grande envergure par rapport à tout ce qu'elle avait donné auparavant. C'est un livre qui déroute et qui laisse pas indifférent, ça c'est certain. Pour ce qui est de la plume que j'avais adorée dans Rouge, eh bien j'ai trouvé que là elle était un petit peu en deçà de ce qu'elle m'avait donné. Donc j'ai mis un 3 sur Goodreads. C'est un livre qui me restera parce que c'est une expérience à proprement parler, mais il m'a un petit peu déçue tout de même. Comme vous avez sûrement dû l'entendre, je crois que les marteaux-piqueurs et les coups de marteau ont recommencé, donc on se retrouve tout de suite pour vous et d'ici quelques heures pour moi, je pense. Le dernier livre que j'ai lu dans le cadre de ce vlog sur les Unhinged Women, c'est Night Beach de Rachel Yoder. Là encore, on a affaire à un premier roman. Et on est face à une protagoniste principale qui, il me semble, n'est jamais nommée. Elle a un petit garçon de 2 ans. Et depuis son accouchement, elle a quitté son travail et elle se voue corps et âme à cette petite famille qu'elle doit entretenir. Son mari est relativement absent, elle doit nettoyer la maison, s'occuper de son fils, l'emmener jouer, et elle doit accepter ce rôle de maternité. Sauf que dès le début du livre, on voit qu'elle perçoit quelques petits changements sur son corps. Elle commence à voir qu'il y a ses ongles qui commencent à devenir quasi des griffes, que l'arrière de ses cheveux commence à devenir de plus en plus rêche, de plus en plus dru, si bien qu'il ressemble à des poils. Et une nuit, elle devient Night Beach. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle est appelée pendant la plupart du roman. Et on va observer ces changements en elle, que ça soit dans son corps, mais aussi dans son appétit, dans son instinct, sa colère envers ses comparses, ses mères autour d'elle qui acceptent ce rôle de maternité, et ça ouvre un œil sur la place qu'on donne aux femmes dans la société, la sororité, les relations de hiérarchie entre hommes et femmes, et sur les rôles qu'on attribue à chacun. Night Beach est vraiment un roman de la colère de la part de ces mères qui sont délaissées, et le fait que l'autrice ait décidé de mettre l'emphase sur cette femme qui n'existait que par ce rôle-ci a été très bien menée. J'ai adoré le ton de cette histoire, très brute, très crue. Cependant, je mets, comme je l'ai fait dans le vlog, un trigger warning par rapport aux violences animales parce que c'est décrit de façon très très appuyée et je pense que si vous êtes très mal à l'aise avec ce genre de scène, vous n'aimerez pas ce livre. J'ai adoré quasi la totalité du roman, qui se lit très très vite et qui est très court. Mais pour autant, la dernière partie m'a un petit peu déplu et déçue, dans le sens où, sur 3 paragraphes, elle va nous développer toute la thèse du bouquin. Et j'ai un peu eu la sensation d'être prise pour quelqu'un qui ne saisissait pas les enjeux de son livre. Je pense que dès la lecture du résumé en 4e de couverture, on avait saisi le principe même de son histoire. Donc c'est le seul point un petit peu négatif. Pour autant, je me pencherai sur ses prochaines publications parce qu'elle est arrivée avec un premier ouvrage qui promet beaucoup pour la suite. J'en ai terminé avec les livres que je lisais dans le cadre du vlog des Unhinged Women. Maintenant, je passe à la suite. J'ai donc lu dans le vlog que je ne vous ai pas posté finalement, Un jour de David Nichols. Dans ce livre, qui a été adapté depuis en film et en série sur Netflix dernièrement, eh bien on va suivre Dex et Emma qui au début se rencontrent à la faculté d'Édimbourg un 14 juillet ou un 15 juillet. Et chaque année sur 20 ans environ, si ce n'est 30, on va les suivre dans leur histoire intra-personnelle, dans les relations qu'ils vont créer avec d'autres personnes et on va voir s'ils finissent ou non ensemble. Je comptais m'y pencher notamment parce que je pense que depuis l'adaptation, il y a beaucoup de gens qui ont redécouvert cette histoire qui a quand même été best-seller à sa sortie. Ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'on traverse l'Europe
dans leur relation. Malgré tout, j'ai été très dérangée par la description des personnages féminins qui semblaient très unilatéraux. C'est-à-dire qu'on va commencer avec Emma qui est censée être une femme très lettrée, très intelligente, un peu pick-me. Elle est au-dessus de toutes les femmes que va rencontrer Dexter. Et finalement, quand on la décrit, elle a juste cette figure de femme qui se plaint. Donc ça m'a un petit peu mise à distance. La vision des parents des deux protagonistes était chiante aussi, surtout des mères. La mère d'Emma essaye de garder sa fille sous sa coupe ou de la caser avec un homme qui sera un bon parti. Dexter est un personnage qui m'a énervée parce que dès le début, on le voit, il fait son doctorat, je pense, en Italie et il couche dès le début avec une de ses élèves. C'est vraiment une rom-com qui a mal vieilli pour moi. Il y a vraiment cette atmosphère des années 90 où ça a dû être écrit. J'ai vraiment eu l'impression de voir une rom-com qui a été tournée dans les années 80, type Coup de foudre à Notting Hill, ou encore quand Harry rencontre Sally, mais pas avec le sel que j'apprécie dans ces livres. Le seul point, c'est que la crise des 80% a été un retournement de situation qui m'a fait plus apprécier le livre, c'est-à-dire qu'il y a un point culminant que je ne vais pas vous citer si vous ne connaissez pas la fin, qui fait que l'histoire prend une autre tournure. Et pour le coup, ça apportait quelque chose de, je vais pas dire de rafraîchissant parce que ça a été écrit il y a des années, mais qui se détache quand même de l'image des rom-coms que j'ai habituellement, puisque ça tourne plutôt au drame. J'en dis rien de plus, si ce n'est que ce n'était divertissant, mais que le bouquin fait 600 pages et que je trouve ça beaucoup trop long pour une romance. Ensuite, je passe à un livre que j'ai écouté grâce à NetGalley et qui est un livre qui est sorti il y a peu et que beaucoup ont déjà lu, j'ai l'impression. Du moins, l'auteur, vous le connaissez déjà. J'en ai brièvement parlé dans mon dernier vlog, mais j'ai écouté Cathy de Michael McDowell qui est lu par Ariane Bruce, qui a une manière de narrer le livre que j'ai trouvé très appréciable. Dans ce livre, on est donc en 1871 avec Philomena qui est désargentée et qui reçoit une lettre de son grand-père qui se sent menacé par une famille, la famille de Cathy. Cette famille Slape essaye d'extorquer l'argent de ce grand-père puisqu'il a près de 29 000 anciens dollars avec lui. Il demande à sa petite fille Philomena de le rejoindre pour le sauver. Et à travers cette épopée que Philomena va faire pour retrouver son grand-père, eh bien elle va rencontrer Cathy. Cathy, c'est donc cette petite fille qui est vicieuse, qui est méchante et qui est également dotée d'un don de voyance. Et elle va en user pour arriver à ses fins, que ça soit pécunier ou humain. Elle va s'affronter avec Philomena à travers les États-Unis. Et on va traverser avec ces deux personnages et la famille de Cathy, le New Jersey, New York, Saratoga ou encore bien d'autres villes qui sentent la crasse, la suie. Il n'y a pas de moment de chute. J'ai pas senti énormément de longueur, il y en a peut-être 2-3, mais ça n'est pas resté dans mon esprit. C'est pas la plume que je retiendrai, mais c'est vraiment le rythme que McDowell arrive à mettre dans son histoire. C'est vraiment un mélange entre l'épopée, la réunion de croyances, de commérage de la part de la population états-unienne dans les petites villes et même dans des grandes villes qui semblent être minuscules en vue de la population qui se rejoint, qui se retrouve constamment, de ces questions ésotériques qu'amène Cathy, ces chassés-croisés entre les deux personnages, ces deux filles qui sont rigoureusement opposées. Philomena va essayer soit de traquer, soit de fuir Cathy à travers plusieurs années. On est dans une bulle pressurisante avec ces deux personnages. Le seul point que je noterais et qui m'a un petit peu déçue, c'est la fin. Dans l'épilogue, il me semble, on voit bien des années après ce qu'il s'est passé et quelle retombée ça a eu sur la vie de Philo, qui est tout de même notre personnage principal, même si le titre laisse à croire que c'est Cathy l'héroïne de ce roman tant elle prend de place. La fin n'a pas été celle que j'attendais. Je fais juste 10 secondes de spoiler et après on passe au prochain livre. J'aurais aimé que Philo reprenne la boucle de Cathy qu'elle a tuée et que elle-même devienne cette sorte de voyante et de tueuse à travers les États-Unis. C'est bon, le spoiler est passé, on passe au prochain livre. Ensuite, grâce à NetGalley, j'ai pu lire Ghost de Dolly Alderton qui va bientôt sortir. Dolly Alderton, je l'ai découverte au début de l'année avec son livre de non-fiction Everything I Know About Love. Ici, on est dans un roman. Et dans ce roman, on va suivre le personnage de Nina qui rencontre un jour, grâce à une application de rencontre,
Max, qui dès le début lui dit « je me marierai avec toi ». Il lui fait très clairement du love bombing. Et ils entament une relation. Peut-être un mois après, Max la ghost. Et en parallèle de ça, elle va devoir gérer la maladie d'Alzheimer de son père, qui devient de plus en plus encombrante. Et on va la suivre à travers ses amitiés, à travers sa relation à sa famille, et à travers ses questions par rapport au dating. Je vais y aller très brièvement pour mon avis, mais j'ai eu du mal à m'accrocher au personnage. L'héroïne m'a été embêtante par sa perdition, par sa vision des relations, par son accrochement à Max dont elle sera éperdument tombée amoureuse, et la fin m'a un petit peu laissé sur le côté. Les dernières pages, je le disais dans le vlog précédent, mais je les ai vraiment survolées. Le seul point que je retiens de ce roman, c'est vraiment la description de la maladie d'Alzheimer vue par les proches. La relation à la famille était la seule complexité dans ce roman. Et pour autant, c'était pas dû aux personnages, mais vraiment aux relations, aux interconnexions entre eux. Mais j'ai plus vu l'apitoiement de la protagoniste qu'autre chose, et de sa mère aussi, qui était un personnage très très désagréable et très égoïste. Je comprends qu'elle ait voulu mettre au goût du jour et en fiction la notion d'amour 2.0, mais j'ai pas trouvé que c'était brillamment fait et j'ai eu la sensation que c'est resté trop en surface. Ensuite, je passe au livre de Constance Debré qui s'appelle Love Me Tender. Dans ce livre, l'autrice fait donc une autofiction, une autobiographie autour de son homosexualité. Elle va revenir sur cette période de sa vie où elle devait avoir 30-40 ans et où elle a pris conscience qu'elle était attirée par les femmes. Suite à ça, elle va essayer de manager la garde de son enfant. On va la voir dans divers rendez-vous avec les services sociaux, avec les avocats, avec la justice en somme. Et puis, on va aussi voir ses relations avec ses divers partenaires. Il y a une emphase qui est mise sur les relations, pas nécessairement amoureuses, surtout physiques et sexuelles, et sur la considération que Constance Debré fait de ses partenaires. Il y a une volonté, je pense, de la part de l'autrice de faire une inversion des dynamiques de pouvoir et de hiérarchie dans les relations, de ce qu'on attribuerait régulièrement au masculin au sein des relations lesbiennes. Je sais pas si c'est très clair, mais j'espère que vous m'aurez saisi. Et j'ai été relativement dérangée par la manière dont elle considérait ces histoires, ces idylles. Ça m'a vraiment dérangée parce que on avait la sensation que ces femmes, c'était des produits de consommation rapide et j'ai pas du tout apprécié. Je comprends le postulat, la plume est brute volontairement, mais j'ai senti ça étrangement très désincarné. Il y a un style qui se rapproche de Dépendre, mais il m'a manqué quelque chose de beaucoup plus vulnérable pour me toucher. Ensuite, je passe à Une femme de Annie Ernaux. Et là, on va entrer dans la vulnérabilité. Annie Ernaux commence son livre en partant du décès de sa mère en EHPAD. Et elle va retracer sa vie jusqu'à même avant le mariage de ses parents. On va découvrir une femme, ses idées, la voie qu'elle a décidé de prendre, les directions qu'elle voulait pour sa fille, ses convictions. C'est un livre très court dans lequel l'autrice fait un hommage à cette femme qui l'a portée, qui était bien différente de ce qu'on aurait pu croire, c'est-à-dire qu'elle était issue d'une classe populaire qu'elle n'a jamais transcendée, contrairement à sa fille qui est devenue professeure et qui est quand même devenue prix Nobel de littérature, s'il vous plaît. Et en fait, on sent qu'il y a une envie de cette bourgeoisie qu'elle ne touchera jamais et qu'elle aspire à d'autres choses, mais qu'elle reste enclavée dans sa condition. Là où j'ai souvent la sensation, dans les récits de transfuges de classe, de transclasse, qu'il y a un mépris de cette classe initiale de laquelle ils sont issus. Eh bien, je trouve que chez Annie Ernaux, c'est pas du tout ça, et ce livre le prouve. À aucun moment, elle ne va descendre sa mère et la considérer comme moindre. Elle va vraiment faire un retour sur cette personne pour qui elle a énormément d'affection jusqu'à son décès. Elle ne dit pas que c'est un être exceptionnelle, elle ne dit pas qu'elle était au-dessus de tout et qu'elle était brillante, mais elle arrive à célébrer les failles qui l'ont faite. Et on voit que finalement la distance entre ces deux femmes en tant que telles n'est pas si éloignée que ce qu'on pourrait penser. Et vraiment, c'est un roman sur l'intime, sur la fin de vie. Je pense que si vous avez quelqu'un qui est décédé autour de vous, que ça soit de la maladie d'Alzheimer ou de toute autre maladie ou simplement de vieillesse, ça vous parlera. C'est émouvant au possible et ça fait écho à une expérience de vie qui est bouleversante que de la perte d'un proche.
Ensuite, je vous parle de One Last Stop de Casey McKinston, que j'ai lu pour le vlog que je n'ai pas posté sur les romances. Et donc, dans ce livre, on se retrouve à New York avec Auguste, qui a 23 ans et qui vient d'arriver pour ses études de sociologie dans la grande ville. Et elle tombe dans une coloc qui n'est constituée quasiment que de personnes queer. Elle-même ne l'est pas initialement, mais elle se pose de plus en plus la question. Et en allant en cours, ou dans le café où elle travaille pour payer ses études, eh bien, elle aperçoit dans le métro une fille qui est habillée à la mode des années 70 et qui a un Walkman. Et elles ne vont cesser de se retrouver dans cette rame de métro. Elles vont commencer à créer un lien, bien évidemment, et elles vont se rendre compte, et nous aussi par la même occasion, que Jane n'est pas nécessairement dans l'époque où elle devrait être. C'est-à-dire qu'elle est enfermée dans le métro depuis les années 70. Et on va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, à travers cette enquête pour savoir pourquoi Jane est enfermée dans le métro, elles vont tomber amoureuses. J'ai trouvé le début lent, c'est-à-dire que sur 150 pages, il ne se passe rien. Auguste est relativement naïve, y compris dans son rapport avec Jane, puisque Jane incarne plutôt cette figure d'initiatrice de l'amour lesbien. Il y a une volonté de représenter la communauté queer dans son ensemble qui est louable, ça je ne l'enlève pas. Mais alors, ça devient un petit peu caricatural au fur et à mesure. Il y a beaucoup d'occurrences de termes comme l'ange butch pour décrire Jane, de manière de décrire Auguste comme étant la jeune étudiante en sociologie, la néo-new-yorkaise, et au bout d'un moment, moi, ça m'a saoulée. C'est comme si on avait l'impression que l'autrice pensait que son lecteur n'était pas concentré, et c'est quelque chose qui m'énerve qu'on me prenne pour idiote quand je lis un ouvrage. Aussi, ce qui m'a un petit peu ennuyée, c'est que il y avait certaines incohérences dans des détails de réalisme magique, style auquel veut se porter le bouquin. Il y a eu du smut, puisque le livre est destiné à un public au-dessus de 16 ans. Mais j'ai trouvé ça mal amené. C'est pas quelque chose qui me plaît, mais je peux l'accepter. Mais pour autant, j'ai besoin, si ça arrive, que ça soit cohérent avec l'histoire. Là, j'ai trouvé que ça tombait un petit peu comme un cheveu sur la soupe et que c'était pas spécialement pertinent. Maintenant, ce que j'ai aimé, c'est le côté très didactique des entrées de chapitres qui sont faits avec, par exemple, des messages qui sont laissés sur un forum, sur un message audio qui est laissé sur un poste de radio à une antenne de radio. Il y a toute une remontée dans le temps et dans la pop culture des années 70 qui est un élément qui m'a quand même plu. Je vous laisse vous pencher dessus si ça vous intéresse, mais je suis pas sûre que ça soit la romance saphique la plus intéressante à lire. Et enfin, je passe au dernier livre que j'ai lu, puisqu'il y en a un que j'ai terminé en juillet et donc dont je vous parlerai dans le mois prochain. Mais ici, il s'agit des Coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault, que j'ai là encore pu lire grâce à Annette Gallet. Dans ce livre, on suit Léna et Phoebe, qui sont deux sœurs, qui chaque été retournent sur la côte basque chez leur grand-mère. L'une a 17 ans et l'autre vient de passer sa première année en droit à Assas. Il y en a une qui est plutôt la figure de la rebelle, qui va aller fumer des joints en cachette entre les cours, et l'autre qui va être très bonne fille. La plus âgée, qui il me semble est Phoebe, a subi une dépression, notamment due à la pression de ses études. De l'autre côté, Léna est plus ou moins perdue et ne sait pas trop comment gérer puisque elle est plus ou moins en train de découvrir sa sexualité étant donné qu'elle était amoureuse de sa meilleure amie Alix pendant cette dernière année et que leurs liens se sont délités à partir du moment où elle l'a embrassée. Et on va poursuivre ces deux jeunes filles qui sont dans une famille qui sur le papier semble parfaite et qui, derrière tout ce vernis, est en train de se déliter. Leur père est relativement absent, leur mère est inquisitrice envers elle et leurs liens de sœurs se sont distendus. Je vais pas en faire un plus grand résumé. Il y a des trigger warnings que je vous laisserai aller consulter si vous avez envie de le lire puisqu'il vient de sortir et je sais qu'il a grand succès. Pour le coup, je vais surtout vous donner mon avis. Donc j'ai apprécié l'alternance de points de vue que j'avais déjà aimé dans nos plus belles années et ce que je trouve très ludique et didactique en règle générale. Pour autant, j'ai préféré le point de vue de la plus âgée et malheureusement, les thématiques qui étaient dans le roman m'ont peu parlé parce que j'ai une grande différence d'âge avec mes frères et sœurs et donc je n'ai jamais vécu à proprement parler avec eux. Et j'ai été plus ou moins déçue de la fin, c'est-à-dire qu'on va voir la cadette parler de sa sœur lors d'un événement tragique
que je ne vous révélerai pas, et elle ne fait que s'apitoyer sur son sort. Ce que je saisis parce que lorsqu'on est adolescent, on se sent vraiment en dehors, et c'est d'autant plus prégnant pour le personnage de Lena qui se sent incomprise, que ce soit de sa mère ou de ses amis. Mais lorsque sa sœur vit un événement traumatique, elle ne cesse de dire « je suis une fille atroce, je suis une sœur atroce, etc. etc. » Et j'avoue que ça semblait un petit peu trop surabondant. Et ça m'a un petit peu éloignée. J'ai été un petit peu déçue. Malgré tout, j'ai apprécié le message de résilience qui était, à contrario, très très pertinent. Je pense tout de même que c'est un livre qui est à lire pendant cette période d'été, puisque le paysage, il fait quand même largement penser que ça se passe sur la plage et qu'il y a beaucoup de mentions de surf. Donc s'il vous intéresse, foncez. Je vais ensuite vous parler du film que j'ai vu au cinéma. Je suis allée voir Love Lies Bleeding. Dans ce film qui se prête à la fois à l'horreur et à la comédie romantique selon Allociné, on va découvrir Lou, qui est incarnée par Kristen Stewart, qui s'occupe d'une salle de sport dans le fin fond des États-Unis. Elle rencontre Jackie, qui est une bodybuildeuse, et elles tombent toutes deux éperdument amoureuses l'une de l'autre. Le culturisme de Jackie va entacher leur relation, puisqu'elle est très très ambitieuse, que ça soit d'argent ou d'arriver à ses fins dans cette passion qu'elle ne cesse de travailler à la salle. Et on va entrer dans une relation passionnelle et explosive, c'est le moins qu'on puisse dire, qui invoque vraiment la violence. Alors à bon entendeur, ne regardez pas ce film en mangeant ou juste après. Ça m'a un peu fait penser aux films un petit peu obscurs, indés, qu'on peut trouver dans des cinémas d'arrêt d'essai qui vont passer à 22h. Vraiment, ça m'a donné cette vibe. Il y a des plans rapprochés et des gros plans que j'ai énormément appréciés. J'ai aimé la volonté de la réalisatrice. Je reconnais en fait la qualité des actrices parce que pour s'imposer dans des rôles tels que ceux-ci, il en faut vraiment. Et puis j'ai aimé la période à laquelle ça se passait. Le fait de découvrir les États-Unis avec cette passion, ce loisir qu'est le culturisme sous le prisme féminin. Donc ça vient inverser les rôles genrés de cette place de la violence en société et du bodybuilding en l'occurrence. C'est un peu un Thelma et Louise lesbien avec un aspect horrifique dedans. Et je dis pas ça de façon négative puisque Thelma et Louise est l'un de mes films préférés. Mais il y a quelque chose de ce road trip au cœur des États-Unis reculés qui m'y a un peu fait penser. Il y a toute une question de la violence aussi de la part des hommes, ce qui est très très important et c'est aussi ce pourquoi ça m'a fait penser à ce film-ci. Mais j'ai trouvé que le long métrage se perdait un petit peu dans ce qu'il voulait donner et qu'il a voulu justement emprunter à trop de genres divers et variés. Ça lui a porté préjudice, à mon sens. Il y avait une trop grande étendue qui partait vraiment en explosion phénoménale à la fin et qui semblait très très confus. Donc, c'est un petit pass pour moi quand même. Je crois que ça a un petit peu trop heurté ma sensibilité. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas les choses pullulantes, je ne vous conseille pas d'aller voir ce film, mais pour autant, si vous adorez l'horreur, les codes du body horror et tutti quanti, allez-y. J'ai également vu sur les plateformes Simple comme Sylvain, qui est un film québécois que j'ai beaucoup apprécié. Je ne vais pas vous en faire un énorme résumé. C'est l'histoire d'une femme qui est lettrée, qui est prof de philo et qui va quitter son compagnon pour se mettre avec Sylvain, qui je crois est maçon. Et on va voir cette différence de classe au cœur du Québec, ces différences de conviction. Et je l'ai regardé au moment des élections européennes et ça a fort résonné. C'est traité avec beaucoup d'humour et j'ai apprécié cette comédie romantique qui se détache quand même de celle qu'on voit en règle générale. On vogue entre Montréal, Québec et les Grandes Plaines. Si vous avez besoin d'un petit peu d'air et de changement au niveau d'histoire d'amour qu'on peut représenter au cinéma, je peux vous le conseiller. Et ensuite, je passe juste à la chaîne que j'ai découverte ce mois-ci et enfin, je vous parlerai des moments de juin puisqu'il y a eu 2 événements assez marquants pour moi et qui me font très chaud au cœur. Ce mois-ci, j'ai découvert la chaîne de Léa Crampton, qui est anglaise et qui est libraire, et qui parle de son quotidien de libraire, de comment elle lit en tant que libraire, à quoi ressemble une journée dans ce métier. Elle fait beaucoup de vlogs thématiques également, autour d'un genre spécifique, autour des livres qu'elle a le plus envie de lire. C'est le type de chaîne que je regarde beaucoup en ce moment. Il y a la patte anglaise que j'apprécie d'autant plus. Donc si vous aimez bien ce type de contenu, je vous laisse aller regarder. Et enfin, je vous parle des moments de juin. Le 1er juin, j'ai pu rencontrer plusieurs créatrices de contenu autour du livre. C'est un événement qui a été initié par Margorito, que je remercie.
et j'ai pu rencontrer des personnes que je connaissais pas du tout. J'ai pu revoir des personnes que j'avais déjà rencontrées et j'ai pu en découvrir de nouvelles avec qui j'avais beaucoup échangé et avec qui j'avais jamais eu l'occasion de prendre un verre, de prendre un café, notamment pour notre répartition en France. Et on a passé plusieurs heures à discuter à la fois de YouTube, des livres qu'on voulait découvrir, à se faire des recommandations et à parler de la vie en règle générale. Et ça a vraiment été le consensus de me dire que créer cette chaîne YouTube, ça a été un bon point et que j'aurais qu'un seul regret, c'est de pas l'avoir fait plus tôt. Parce que le livre est un moyen de pouvoir réfléchir, de pouvoir échanger, de pouvoir créer des liens et pouvoir passer ne serait-ce qu'une soirée avec des personnes avec qui je partage des convictions et des valeurs. Ça m'a fait du bien et ça a permis de me rendre compte de la chance que j'avais d'avoir des gens que je connaissais pas dans la vraie vie, mais qui pouvaient avoir les mêmes réflexions que moi. Donc tout simplement, j'ai passé une super soirée avec ces personnes, dont je vous mettrai les chaînes et les comptes en barre d'infos. Si elles passent par là, merci encore pour ce moment. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser très bientôt. Et enfin, je passe au deuxième événement et au dernier élément de cette vidéo, qui n'est autre que la remise du prix Vox et Proches dans la librairie Fait Maison à Paris. Cette année, j'ai pu participer à la première édition de ce prix, qui permet de faire découvrir à 20 lectrices les livres de la collection Proche de l'Iconoclaste. C'est en collaboration avec le média Vox, qui a pour volonté de mettre en avant des femmes qui réfléchissent et qui agissent dans le monde dans lequel elles résident. Et donc, on a eu l'occasion sur plusieurs mois de lire 6 ouvrages et on a dû voter à la fin pour nos 3 préférés avec des points précis sur lesquels certains ouvrages nous avaient plus emporté que d'autres. Les 3 finalistes étaient Mon mari de Maud Ventura, Bien sûr que les poissons froids de Fanny Ruet et Toucher la terre ferme de Julia Carninon. Celui qui a été élu est donc Toucher la terre ferme de Julia Carninon, où elle va revenir sur sa deuxième grossesse et sur comment elle l'a vécue. Elle va beaucoup nous parler de maternité évidemment, mais elle va aussi parler de son travail de création et de son métier d'autrice, de ses relations avec ses proches et de comment ça a bouleversé sa vie que d'avoir un enfant. Donc ça, c'est pour le roman qui a gagné le prix. Pour ma part, mes 2 préférés, c'était donc, comme vous pouvez le deviner, Mon mari de Maud Ventura et Bien sûr que les poissons ont froid de Fanny Ruet. Je suis très heureuse que ça soit le livre de Julia Carninon qui ait été élu, puisque c'est un livre qui, je pense, pourra en être plus d'une par rapport à la place que l'on prend quand on est mère et à quel point ce n'est pas forcément un événement qui est célébré par toute personne qui le vit. Si c'est des questions qui vous touchent, qui font leur bout de chemin dans votre esprit, eh bien je peux vous le conseiller très grandement et puis pourquoi pas aller l'acheter à Fait Maison d'ailleurs. Mais je vais surtout revenir sur l'événement. J'ai donc pu rencontrer les personnes qui faisaient partie à la fois de Vox et de Proches, les autres lectrices qui ont pu se rendre présentes ce jour-ci et on a échangé autour des romans qui avaient été sélectionnés. On a pu visiter les locaux de la maison d'édition. On a pu parler de comment étaient créés les livres, comment c'était conçu, comment c'était sélectionné, de comment étaient faites les couvertures. C'est tout un background, toute une entrée dans les concepts de création qui m'a beaucoup plu. On a fait également des ateliers sur comment mettre en avant le prix, sur comment parler du livre qui a été sélectionné. Et puis tout simplement, on a là encore pu créer du lien. Et je crois que c'est ce qui m'a vraiment fait du bien. Après tous ces ouvrages dont je vous ai parlé et tous ces éléments culturels que je vous ai évoqués. C'est vraiment le lien avec les gens qui permet de fédérer. J'en ai terminé, je crois, avec cette vidéo, à la fois parce que les travaux reprennent et parce que j'en ai terminé avec ce dont j'avais envie de vous parler. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes encore là, parce que je pense que cette vidéo va être longue, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit emoji que je vous mettrai juste ici. N'hésitez pas à aimer également, à me retrouver sur Instagram. Et puis nous, on se dit à très bientôt. Sur ce, ciao.